Chaque matin, Rob McLeod commençait sa journée en vérifiant le site dédié à sa fille. Elle avait disparu en août 2003. Cette jeune femme joyeuse et rayonnante venait de fêter ses 19 ans. Ce drame fut une épreuve terrible pour les parents de la disparue, mais il ne s'agissait que d'un des nombreux crimes commis par un dangereux criminel. Casey McLeod était née en 1984 dans l'État du Colorado. Ses parents, Rob et Lori McLeod, n'avaient qu'un seul enfant et lui avaient consacré tout leur amour et leur attention. Casey grandit protégée des difficultés et des dangers du monde moderne. Cependant, cette vie insouciante ne dura pas longtemps. Après le divorce de ses parents, Casey resta vivre avec sa mère, bien que son père continuât de lui rendre visite régulièrement. À cette époque, elle avait 4 ans. Enfant joyeuse et pleine de vie, Casey reçut un amour inconditionnel de ses 2 parents. Toutefois, en grandissant, cet excès d'attention contribua à forger un caractère capricieux et rebelle, qui s'exprima pleinement à l'adolescence. Au lycée, Casey se lia à de mauvaises fréquentations. Elle commença à fumer, à entrer en conflit avec sa mère, et adopta un comportement inadéquat. Lori, sa mère, exaspérée par ces disputes incessantes, prit une décision radicale. Elle fit ses bagages et envoya Casey vivre quelque temps chez sa tante en Arizona. À Phoenix, son nouveau foyer, le comportement de Casey s'améliora. Elle fit la connaissance de Tabitha Martin, avec qui elle développa rapidement une amitié profonde. À 16 ans, les 2 jeunes filles étaient inséparables. Elles allaient à l'école ensemble, travaillaient dans le même fast-food et passaient presque tout leur temps libre l'une avec l'autre. Cependant, après le lycée, Casey retomba dans de mauvaises fréquentations. Elle développa une dépendance au cannabis et ramenait chez elle des individus douteux. Inquiète pour sa meilleure amie, Tabitha appela la tante de Casey pour l'informer de la situation. La nouvelle parvint à Lori, qui se rendit immédiatement chez sa fille pour vérifier. En inspectant les affaires de Casey, Lori découvrit de la marijuana et prit des mesures strictes pour régler la situation. À la fin de 2001, la jeune rebelle fut renvoyée chez son père au Colorado. Cependant, l'amitié entre Casey et Tabitha ne s'interrompit pas, elle devint même encore plus forte. Tabitha s'inquiétait beaucoup pour sa meilleure amie, et elle restait constamment en contact, se soutenant mutuellement malgré la distance. Pendant cette période, Casey avoua avoir consommé du cannabis pendant plusieurs mois. Selon elle, elle était une victime des circonstances, se considérant différente des autres personnes dépendantes. Elle était persuadée qu'elle pourrait surmonter son problème. Après quelques mois passés chez son père, elle se reprit en main et retourna vivre avec sa mère. Pendant que Casey était sous la surveillance de son père, sa mère fit la connaissance d'un homme du nom de Scott Kimball. Scott semblait être un homme charmant, gentil et attentionné. Leur relation évolua rapidement et ils commencèrent à vivre ensemble. Casey obtint un nouvel emploi et coupa tous les liens avec les mauvaises fréquentations qui l'avaient introduite à la consommation de substances. Cependant, après un certain temps, une vérité dérangeante fut révélée. Ses parents trouvèrent de la marijuana chez eux. Une dispute éclata alors entre eux et leur fille. Casey insista qu'elle n'en consommait plus, affirmant que cette drogue provenait de vieux stocks oubliés. Elle se montra convaincante, allant jusqu'à proposer de passer des tests pour prouver sa sincérité. Malgré cela, ses parents, fatigués des mensonges et de sa dépendance passée, ne pouvaient plus lui faire confiance. Sa mère et son beau-père la menacèrent de la dénoncer à la police. Une violente dispute éclata, au cours de laquelle Casey prit son vélo et partit dans une direction inconnue. Elle ne revint pas pendant un long moment. Sa mère, inquiète, parcourut les environs en voiture pour la retrouver, mais sans succès. Cette fois, Casey n'avait pas simplement fui, mais elle était partie après une sérieuse altercation. Par le passé, elle avait déjà eu des accès de colère et des fugues similaires, ce qui exaspérait profondément ses parents. Mais Casey revenait toujours rapidement. Cette fois, cependant, le cœur maternel de Lori sentait qu'il se passait quelque chose de plus grave. Le père biologique de Casey, Rob, apprit de son ex-épouse la disparition de leur fille. Très inquiet, il se joignit aux recherches, espérant simplement qu'elle reviendrait comme elle l'avait fait auparavant. Cependant, 2 jours passèrent sans le moindre signe de Casey. Elle ne se présenta même pas à son travail dans la restauration rapide, ce qui alarma encore davantage ses parents. Lori et Rob décidèrent donc de signaler sa disparition à la police. Contre toute attente, les autorités ne furent pas pressées d'entamer les recherches. Les policiers expliquèrent aux parents qu'ils n'avaient pas le droit de rechercher Casey, car elle avait 19 ans et pouvait légalement partir de chez elle si elle le souhaitait. Selon eux, il n'y avait aucune preuve d'un crime, et Casey pourrait simplement être avec des amis. Ils ne voulaient pas gaspiller leurs ressources pour une adolescente difficile qui, selon eux, finirait par revenir. Face à cette indifférence,
La famille de Casey se retrouva démunie. La seule personne qui soutenait Lori était son compagnon, Scott. Grâce à ses liens avec les forces de l'ordre, en tant qu'informateur du FBI, il apporta une aide précieuse. Scott rassura Lori en lui promettant que sa fille serait retrouvée et usa de ses relations pour faire démarrer l'enquête. Finalement, la police commença à enquêter sur la disparition de Casey, et quelques indices furent découverts. Il fut établi que Casey était revenue chez sa mère après sa disparition, à un moment où personne n'était présent. Cette information fut confirmée par la découverte d'un petit collier qu'elle portait toujours, retrouvé accroché à la poignée de la porte de sa chambre. Un voisin rapporta également avoir vu Casey quelques jours après sa disparition, en compagnie de son petit ami et de la sœur de ce dernier. Pendant ce temps, Tabitha, la meilleure amie de Casey, rejoignit activement les recherches. Elle contacta toutes les connaissances de Casey, mais personne ne savait où elle se trouvait. Elle se rendit dans la ville où vivait Casey et participa à la campagne de recherches organisée par la famille. Tabitha créa une page sur les réseaux sociaux pour recueillir des informations sur sa meilleure amie. Elle distribua également des flyers avec des photos de Casey et sa description. Lori, reconnaissante envers Scott pour son soutien, accepta sa demande en mariage. Il devint son pilier dans ces moments difficiles, et ils formèrent une véritable famille. Scott continua d'encourager Lori à ne pas abandonner les recherches. Ensemble, ils déployèrent tous leurs efforts pour retrouver Casey. Les semaines se transformèrent en mois. Plus d'un an passa avant qu'ils ne comprennent que Casey ne s'était pas enfuie volontairement. La conviction grandit qu'elle avait été victime d'un acte bien plus sinistre. Tabitha, persuadée que Casey avait rencontré un malheur, était convaincue qu'elle aurait donné signe de vie si elle en avait eu la possibilité. Leur amitié était forte, et rien ne laissait penser à une dispute qui aurait pu les éloigner l'une de l'autre. Casey n'aurait jamais ignoré sa meilleure amie. Pendant cette période, la mère de Casey commença également à envisager les pires scénarios possibles concernant ce qui aurait pu arriver à sa fille. À ce moment-là, le père de la jeune rebelle, Rob McLeod, et Tabitha, sa meilleure amie, restaient en contact régulier. Ensemble, ils analysaient différentes pistes et se posaient des questions. Le secret de la disparition de Casey pouvait-il être plus proche de sa maison et de sa famille qu'ils ne le pensaient? Ils commencèrent à avoir leurs premiers soupçons. Rob McLeod était tourmenté par les questions sur l'endroit où se trouvait sa fille, si elle allait bien, et s'il devait continuer à espérer son retour. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un autre père, Howard Emery, vivant également dans le Colorado, partageait les mêmes émotions. Howard avait perdu contact avec sa fille, mais bien avant la disparition de Casey. Sa fille, Leanne Emery, avait disparu à l'âge de 24 ans, environ 7 mois avant que Casey ne soit portée disparue. Howard revivait sans cesse les événements qui avaient précédé cette tragédie. Leanne avait été une élève brillante, obtenant même son diplôme de lycée avec un an d'avance. Elle était ensuite entrée à l'université, où ses capacités intellectuelles la distinguaient. Cependant, des difficultés surgirent après cela. La mère de Leanne tomba gravement malade, ce qui empêcha la jeune femme de terminer ses études. Leanne dut s'occuper de sa mère et l'aider, abandonnant ainsi l'université. Elle perdit également son emploi prometteur d'assistante vétérinaire, et sa vie commença à se désagréger. Malgré tout, pour Leanne, la santé de sa mère passait avant tout. Elle rêvait de la voir guérir avant de régler ses autres problèmes, reprendre ses études et trouver un nouvel emploi. Mais le destin lui réservait encore des épreuves. Leanne rencontra un homme violent et se retrouva complètement sous l'emprise de ce manipulateur. Elle l'épousa, mais son mari la maltraitait, l'empêchait de voir ses proches et exerçait sur elle un contrôle total. Selon Howard, cette période marqua le début de graves problèmes psychologiques pour sa fille. Sous l'effet de ses échecs répétés et des manipulations de son mari, Leanne en vint à croire qu'elle n'avait aucune valeur et qu'elle ne pourrait jamais atteindre ses objectifs. Son mari, en l'isolant et en diminuant systématiquement son estime de soi, l'avait complètement brisée. Cependant, Leanne finit par trouver la force de quitter son mari tyrannique. Leur mariage se termina en 2002, mais cela n'améliora pas significativement sa situation. Le père de Leanne s'inquiétait de sa nouvelle relation avec un autre homme peu recommandable, un ancien détenu nommé Stephen Hollis. En parallèle, Leanne développa une passion pour la spéléologie, qui devint une véritable échappatoire pour elle et une opportunité de transformer sa vie. Le 16 janvier 2003, elle quitta la maison familiale à bord de sa voiture. Elle prévoyait de partir pour le Mexique avec des amis afin de pratiquer la spéléologie en compagnie de professionnels. Cependant, seulement 2 semaines plus tard, Howard reçut un appel inquiétant d'un shérif dans l'Utah. On lui annonça que la voiture de Leanne avait été retrouvée abandonnée près d'un canyon isolé, loin des routes principales.
La voiture fut identifiée grâce à sa plaque d'immatriculation personnalisée, qui reflétait son amour pour les chiens dalmatiens. Selon le shérif, la plupart des affaires de Leanne étaient encore dans la voiture, y compris ses vêtements et son équipement de spéléologie. Cependant, aucune trace de la jeune femme ne fut retrouvée, ce qui ajouta à l'inquiétude. Le shérif expliqua à Howard que tout laissait penser que Leanne avait volontairement quitté la route pour se diriger vers le canyon. Sur place, des empreintes de bottes furent découvertes, ainsi que des traces de pneus appartenant à un autre véhicule. Les indices suggéraient que Leanne était sortie de sa voiture et avait monté dans un autre véhicule. Mais une partie des empreintes semblait avoir été piétinée, comme si une altercation avait eu lieu. Le shérif soupçonnait qu'il avait pu arriver quelque chose de grave à Leanne, comme un enlèvement. Howard se rendit immédiatement au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. Mais, tout comme dans le cas de Casey, la police refusa de considérer l'affaire comme urgente, supposant que Leanne s'amusait quelque part et reviendrait d'elle-même. Déterminé à ne pas laisser tomber, Howard lança sa propre enquête. Il commença par examiner l'historique des transactions sur la carte bancaire de sa fille et collecta toutes les informations disponibles. Grâce à cela, il put reconstituer son itinéraire pendant les semaines précédant l'appel de la police. Il découvrit avec stupéfaction que Leanne n'avait jamais voyagé au Mexique. En réalité, elle avait passé les 10 jours précédents à explorer divers États de l'Ouest américain, menant apparemment une double vie qui lui était totalement inconnue. Durant cette période, Leanne émit plusieurs chèques falsifiés et dépensa 1 000 $ avec la carte de crédit de son père. Ce comportement était totalement inhabituel pour elle. Leanne était connue pour être économe et prudente dans ses dépenses. Son père lui avait donné cette carte uniquement pour les urgences, lorsqu'elle aurait réellement besoin d'argent. Howard était convaincu que quelque chose ne tournait pas rond. Soit Leanne était victime de chantage, soit elle agissait sous la menace, soit quelqu'un d'autre utilisait sa carte. Il lui semblait inconcevable que sa fille puisse dépenser une telle somme ou émettre des chèques falsifiés de son propre chef. Au cours de son enquête, Howard parvint à accéder à l'email de sa fille. Il découvrit qu'avant son départ, Leanne avait envoyé plusieurs messages à sa cousine. Ces emails contenaient des allusions à des problèmes, mais Leanne assurait que quelqu'un qu'elle appelait Hannibal la protégeait et que tout irait bien. Howard ne comprenait pas à qui elle faisait référence. À cette période, le petit ami de Leanne, Stephen Hollis, avec qui elle était sortie après avoir quitté son mari violent, était toujours en prison. Stephen purgeait une peine pour trafic de substances illégales. Howard contacta Stephen en prison pour essayer d'obtenir des réponses. Stephen révéla que Hannibal était le surnom d'un de ses anciens camarades de cellule, un individu extrêmement dangereux. Selon lui, si Leanne était en contact avec cet homme, elle courait un grand danger. Stephen recommanda à Howard de s'adresser immédiatement à la police. Il décrivit Hannibal comme quelqu'un capable de tuer sans hésitation, entouré de personnes prêtes à exécuter ses ordres. Cependant, Stephen refusa de révéler l'identité réelle de cet homme, craignant pour sa propre vie. Désespéré, Howard se tourna vers le FBI après avoir été ignoré par la police. Il expliqua tout ce qu'il savait à propos de Hannibal, mais les agents ne le prirent pas au sérieux, considérant ses propos comme de la pure fiction. Une fois de plus, ses craintes furent ignorées et le FBI refusa d'ouvrir une enquête sur la disparition de Leanne. Les deux pères, Howard et Rob, poursuivirent leurs enquêtes indépendantes. La révélation de l'existence d'Hannibal ajouta une nouvelle dimension à leurs recherches. Plus tard, il fut découvert que ce mystérieux individu travaillait en réalité pour le FBI et qu'il était marié à Lori MacLeod, la mère de Casey. Hannibal s'avéra être Scott Kimball, l'homme que Lori avait épousé après la disparition de Casey. Même Lori, à ce stade, commençait à soupçonner Scott d'être impliqué dans la disparition de sa fille. Les doutes de Lori MacLeod à propos de son mari Scott Kimball émergèrent bien après leur mariage. Parfois, il faisait des blagues sinistres et tenait des propos étranges qui la mettaient mal à l'aise. Elle avait de plus en plus de questions sur son comportement, en particulier concernant la disparition de Casey. Lori sentait souvent que quelque chose n'allait pas chez son mari. Scott répondait de manière confuse à toutes les questions liées à la disparition de Casey. Un jour, en fouillant ses affaires, Lori découvrit la tenue de travail et le journal intime de Casey parmi ses effets personnels, des objets qui n'auraient jamais dû se trouver en sa possession. Cependant, il fallut 2 ans à Lori pour révéler à Rob MacLeod que Casey avait disparu un week-end entier, la dernière fois qu'elle avait été vue, et que Scott avait également quitté la maison à cette même période. Ce détail renforça ses soupçons quant à l'implication de Scott dans un possible crime. Mais ce n'étaient pas les seuls éléments troublants concernant Scott Kimball. Début 2006, il fut impliqué dans une affaire criminelle en cours d'investigation à Lafayette, dans l'État du Colorado.
la police entendit parler de lui pour la première fois dans le cadre d'une enquête sur une fraude au chèque. Scott, qui entretenait des relations avec le FBI en tant qu'informateur sur des affaires criminelles, s'était révélé être un escroc de longue date, ayant passé une grande partie de sa vie dans les prisons de l'ouest des États-Unis. Malgré cela, Scott réussit à échapper aux autorités. Un mandat d'arrêt fut émis contre lui, mais il fallut plus de 2 mois pour le localiser. Son arrestation nécessita une chasse à l'homme de grande ampleur, qui culmina dans la vallée de Coachella, en Californie. Finalement, les forces de l'ordre parvinrent à l'arrêter après une longue poursuite. Cependant, même après son arrestation, Scott, criminel expérimenté, ne cessa de se défendre et de résister, même menotté. Malheureusement, l'enquête sur son implication possible dans plusieurs disparitions de femmes ne commença pas immédiatement. Une fois l'investigation lancée, une nouvelle disparition fut associée à Scott, celle de Jennifer Markham. Jennifer, âgée de 25 ans, avait disparu quelques années auparavant, également dans le Colorado. Mère célibataire, elle travaillait comme danseuse dans un club nocturne et attendait la libération de son petit ami, Steve Ennis, alors incarcéré. Peu après cet événement, Jennifer s'évapora mystérieusement. Son père, Bob Markham, ne comprenait pas ce qui avait pu arriver à sa fille. Il soupçonnait qu'elle pouvait avoir eu des ennuis, être arrêtée, ou même se retrouver en prison. Ce n'est qu'1 an après avoir signalé sa disparition que Bob reçut un appel du FBI. Les agents lui annoncèrent que Jennifer aurait pu être en danger. Bien qu'elle n'ait pas encore été retrouvée, sa voiture avait été localisée, abandonnée sur le parking de l'aéroport de Denver. Les parents de Jennifer découvrirent que les autorités avaient retrouvé la voiture de leur fille bien avant de leur en avoir parlé. Ils continuèrent à exiger des réponses des détectives, ce qui conduisit à une conversation entre la mère de Jennifer et Scott Kimball. Ce dernier leur raconta que leur fille avait été tuée par un trafiquant de substances illicites lié à son petit ami. Selon Kimball, Jennifer avait été attachée et étranglée, mais le plus terrifiant fut la fin de la discussion. Scott proposa de conduire la mère de Jennifer dans les montagnes le lendemain pour lui montrer l'endroit où se trouvait le corps de sa fille. Cependant, les parents de Jennifer refusèrent cette offre. Ils avaient peur de lui et pressentaient que ce voyage serait leur dernier. Le père de Jennifer était convaincu, à la fin de cette conversation, que Scott Kimball était le véritable meurtrier de sa fille. Il pensait également qu'il cherchait à se débarrasser d'eux en les attirant dans les montagnes. Ce sentiment était renforcé par la voix sinistre de Scott et par les détails troublants qu'il avait partagés, comme s'il avait été témoin direct de la scène. Les parents de Jennifer signalèrent leurs soupçons à la police, mais leurs inquiétudes furent ignorées. Les enquêteurs faisaient confiance à Kimball, qui travaillait depuis longtemps comme informateur pour eux et jouissait d'un certain niveau de crédibilité. Une fois de plus, la famille de Jennifer dut mener sa propre enquête. Le père de Jennifer fit installer un panneau publicitaire près du club où elle travaillait comme danseuse. Ce panneau comportait une photo de sa fille et un appel à témoins. Cette initiative porta ses fruits. En juin 2006, Rob McLeod, le père de Casey, tomba par hasard sur l'histoire de Jennifer en voyant ce panneau. Après avoir lu l'histoire, Rob réalisa que la disparition de Jennifer ressemblait étrangement à celle de sa propre fille. Il contacta immédiatement le père de Jennifer pour en discuter. Lors de leur conversation, Rob apprit des faits choquants, notamment le nom de Scott Kimball, déjà signalé par les parents de Jennifer. Rob, qui soupçonnait également Kimball d'être impliqué dans la disparition de Casey, proposa de travailler ensemble pour éclaircir ses affaires. Plus tard, ils se mirent en contact avec Howard Emery, le père de Leanne Emery, qui avait elle aussi disparu dans des circonstances similaires. Scott Kimball semblait également impliqué dans cette affaire. Les 3 pères unirent leurs efforts pour rassembler des preuves contre Kimball. Rob rencontra ensuite son ex-femme Lori pour lui poser des questions sur le comportement de Scott et d'éventuelles disparitions suspectes pendant leur mariage. Lori se rappela rapidement qu'en 2004, l'oncle de Scott, Terry Kimball, avait lui aussi disparu sans laisser de traces, ce qu'elle avait toujours trouvé étrange. Armés de ces nouvelles informations, les familles des disparus décidèrent de porter leurs soupçons directement au bureau du FBI à Denver. Ils expliquèrent tout ce qu'ils savaient sur Scott Kimball, convaincus qu'il était lié à ces disparitions. Les proches s'étaient convaincus que Scott Kimball était derrière toutes ces disparitions de jeunes femmes. Finalement, les forces de l'ordre acceptèrent de les écouter et reconnurent qu'il y avait trop d'étrangeté dans ces affaires, toutes semblant converger vers Scott. Les agents décidèrent donc de réagir et d'ouvrir une enquête officielle à l'automne 2006. Lors des premières investigations, il fut établi que la motivation principale de Scott était la cupidité. Il cherchait à obtenir de l'argent, de l'attention et du pouvoir. Pendant cette période, il se trouvait encore en prison.
en attente de son procès pour fraude. Les enquêteurs commencèrent à interroger cet informateur du FBI, qui leur fit vivre l'une des enquêtes les plus complexes de leur carrière. Scott mentait constamment, cherchant à embrouiller les agents avec des récits farfelus. Par exemple, il affirma que son oncle avait fui au Mexique avec une danseuse après avoir gagné à la loterie. Cependant, les vérifications des agents révélèrent qu'il n'avait remporté aucun gain et n'avait reçu aucun paiement. Ils découvrirent aussi que son oncle avait effectivement de l'argent en sa possession avant sa disparition. Après un divorce, il avait gagné une certaine somme qu'il gardait toujours avec lui dans une mallette contenant plusieurs milliers de dollars. Il semblait évident que cette richesse avait motivé son meurtre. La deuxième victime chronologique fut la danseuse Jennifer Markham. Scott avait entendu parler d'elle lorsqu'il partageait une cellule avec son petit ami, Steve Ennis, en 2002. Après avoir vu des photos de Jennifer, il en tomba amoureux et commença à affirmer qu'il voulait l'aider à trouver un travail stable et mieux rémunéré. Steve lui donna cette opportunité. Cependant, les véritables intentions de Scott étaient de posséder Jennifer pour lui seul. À ce moment-là, il réussit à convaincre les agents des forces de l'ordre que Jennifer et son petit ami faisaient partie d'un réseau criminel impliqué dans des assassinats commandités. Étonnamment, les agents du FBI crurent à cette histoire. Libéré en décembre 2002 pour travailler comme informateur, Scott profita de cette liberté. 2 mois plus tard, Jennifer disparut. Dans le cadre de l'enquête, les policiers interrogèrent Steve Ennis, qui confia ses soupçons concernant Scott. Steve pensait que Scott était impliqué dans la disparition de Jennifer, mais également dans celle d'une autre femme, Leanne Emery. Leanne, qui avait été en couple avec un autre ancien détenu, Stephen Hollis, avait disparu en 2003. Les agents tentèrent de la contacter, mais elle était introuvable depuis son absence. L'enquête révéla qu'elle était probablement une autre victime de Kimball. Une photo de Leanne fut retrouvée sur l'ordinateur portable de Scott. Cependant, les enquêteurs manquaient toujours de preuves solides. Aucun corps, aucune preuve matérielle, ni aucun aveu de Scott. Ils durent rassembler les informations petit à petit, en extrayant chaque détail de leurs interrogatoires avec Scott. En avril 2008, Scott Kimball fournit enfin un petit indice. Il déclara avoir fréquenté une femme morte d'une overdose de substances illicites dans une forêt nationale du Colorado. La police avait en sa possession un reçu de parking, prouvant que Scott s'était trouvé à Eldora, Colorado, près de la forêt nationale, le même week-end où Casey McLeod avait disparu. Il semblait que Scott utilisait cette région pour se débarrasser des corps. Les enquêteurs contactèrent le service forestier pour savoir si des corps ou des restes humains avaient été signalés dans cette zone. Le seul événement notable remontait à l'hiver précédent, lorsque l'on avait découvert un crâne humain. Après vérification, il s'avéra que ce crâne appartenait à Casey McLeod. Cependant, aucun autre reste de son corps ne fut retrouvé, rendant impossible la détermination de la cause exacte de sa mort. Dès lors, l'affaire de la disparition de Casey fut officiellement requalifiée en enquête pour meurtre, et Scott devint le principal suspect. Scott Kimball était né à Boulder, Colorado, en 1966, dans une famille dysfonctionnelle. Son enfance fut marquée par de nombreux bouleversements, notamment le divorce de ses parents. Adolescent, il eut son premier démêlé avec la police après avoir tiré au pistolet sur la fenêtre de son voisin. Lorsqu'il déménagea chez sa grand-mère avec son frère, un voisin les agressa sexuellement tous les deux, ce qui provoqua chez Scott de graves troubles psychologiques. À 23 ans, il tenta de se suicider en se tirant une balle dans la tête, mais il survécut de justesse. La balle ne fit qu'effleurer son crâne, et les médecins réussirent à le sauver. Sa carrière criminelle débuta avec des délits mineurs, notamment des fraudes à la carte bancaire. Sur le plan personnel, sa vie était également chaotique. En 1993, il épousa Larissa Hens, avec qui il eut 2 fils, mais leur mariage se termina en 1997 à cause de disputes incessantes. Scott se considérait comme une victime du monde entier, un sentiment que les psychiatres identifièrent plus tard comme une des causes principales de ses meurtres. Son ex-femme l'accusa par la suite de vol et de viol, mais elle échoua à un test au détecteur de mensonges, rendant ses accusations non recevables. Scott fut toutefois arrêté pour fraude et incarcéré. Après s'être évadé, il retourna chez son ex-femme pour l'agresser une seconde fois. Bien qu'il ne fût pas poursuivi pour viol, il fut accusé pour son évasion lorsqu'il fut capturé en Alaska. Pendant sa détention en Alaska, Scott persuada le FBI qu'il pouvait travailler comme informateur pour eux, ce qui lui valut une réduction de peine et une remise en liberté. Cette décision s'avéra désastreuse, car après sa libération, Scott commit 4 meurtres atroces. Pour Lori, la mère de Casey, le choc fut immense.
Elle réalisait qu'elle avait littéralement épousé un monstre qui lui avait pris sa fille, sans avoir soupçonné un instant la vérité pendant tout ce temps. Scott Kimball avait tellement charmé Lori par son charisme qu'elle n'avait vu aucun signe de danger. Mais une fois que la vérité éclata, elle divorça immédiatement. Lori était convaincue que Scott avait délibérément orchestré la dispute avec Casey le jour où elle avait vu sa fille pour la dernière fois. Elle pensait que c'était lui qui avait caché la drogue, sachant que Casey, impulsive, quitterait la maison, lui offrant ainsi l'opportunité parfaite pour l'attaquer. Cependant, l'enquête reposait encore principalement sur des hypothèses. Les preuves directes contre Scott étaient insuffisantes et se limitaient à des indices circonstanciels, facilement réfutables par un bon avocat. Une collecte plus approfondie de preuves était donc nécessaire avant que cet informateur du FBI ne puisse être traduit en justice pour ses crimes les plus graves. La situation prit un tournant en décembre 2008, lorsque Scott fut condamné à 48 ans de prison pour fraude et agression. Bien que ce verdict garantît qu'il resterait derrière les barreaux, les procureurs visaient une condamnation pour les meurtres qu'il avait commis. Mais pour cela, il fallait des preuves solides. Les forces de l'ordre proposèrent à Scott un accord, une réduction de peine en échange de sa coopération pour localiser les corps de ses victimes. Scott accepta, et en hiver 2009, il mena les enquêteurs dans le canyon de l'Est de l'Utah, où il affirma que les corps de Leanne Emery et Jennifer Markham se trouvaient. Les recherches aboutirent à une découverte importante. Sous une roche, les enquêteurs trouvèrent des ossements humains et une barrette avec des mèches de cheveux arrachées. Les analyses confirmèrent qu'il s'agissait des restes de Leanne Emery, qui avait reposé 6 ans dans cet endroit isolé. Une balle fut également retrouvée parmi les ossements, identifiée comme provenant de l'arme de Scott. Scott guida ensuite la police vers le corps de son oncle, également découvert dans le même canyon. Son oncle avait été tué par balle, confirmant encore une fois l'implication directe de Scott dans ces meurtres. Cependant, la localisation des restes de Jennifer Markham posa un problème. Malgré des recherches approfondies dans la zone indiquée par Scott, aucun signe de Jennifer ne fut trouvé. Cela souleva des doutes sur la véracité de son récit concernant l'endroit où elle aurait été enterrée. Scott insista sur le fait qu'il disait la vérité et proposa même de passer un détecteur de mensonges. Il suggéra que quelqu'un avait peut-être trouvé le corps de Jennifer et l'avait déplacé. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient que Scott retenait intentionnellement des informations sur Jennifer, car il avait une relation particulière avec elle. Ils pensaient qu'il utilisait ce mystère comme un moyen de garder un contrôle psychologique sur l'enquête et de maintenir son pouvoir dans une situation où il risquait de tout perdre. En octobre 2009, les familles des victimes du meurtrier se sont réunies au tribunal. Enfin, elles ont pu voir en personne le monstre qui avait ôté la vie à leur fille. Les parents des victimes ont témoigné et, s'adressant à Scott, ont exprimé leur douleur face à la destruction de leur vie. Scott Kim a été accusé de meurtre au second degré. Dans le cadre d'un accord, il a plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés. Pour le meurtre de 4 personnes, il a été condamné à 70 ans de prison. Il pourra demander une libération conditionnelle en 2082, mais il est probable qu'il passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Lors de son discours, le criminel a insisté sur le fait qu'il n'était pas un tueur en série. Scott a admis avoir tué uniquement son oncle Terry et a affirmé n'avoir qu'un lien indirect avec la mort des femmes. Il s'exprimait de manière énigmatique au sujet de ses victimes, en particulier des femmes, sans jamais clarifier ses propos. L'accusé les qualifiait de partie d'un mécanisme, sans en révéler le fonctionnement précis. Cela semblait indiquer une sorte de schéma criminel. À propos de Casey, il a laissé entendre qu'elle était morte d'une overdose, bien que cela ait été fortement mis en doute. Scott a également affirmé avoir reçu de l'aide, mais a refusé de révéler l'identité des autres personnes impliquées. Le procureur estimait que cette prétendue aide n'existait pas. Selon les psychiatres judiciaires, Scott tuait les femmes en raison d'une obsession sexuelle malsaine. Pour cette raison, il avait du mal à parler de ses crimes, ne les percevant pas comme des meurtres. Les recherches du corps de Jennifer Markham ont continué après la condamnation de Scott, mais son corps reste introuvable. Les fils de Scott Kimball ont donné une interview, révélant que leur père avait tenté de tuer l'un d'entre eux, Justin, alors qu'il avait 10 ans. Scott l'avait frappé à la tête avec un objet métallique, causant une perte de conscience. Il l'a ensuite emmené à l'hôpital mais a tenté de le jeter hors de la voiture en pleine vitesse. L'enfant a subi de graves blessures et a été plongé dans un coma médical. Justin a miraculeusement survécu. Lorsqu'il a raconté son histoire, personne ne l'a cru. Désormais adulte, il comprend que son père cherchait à encaisser une assurance vie de 50 000 $, dont il était le seul bénéficiaire. Scott Kimball est soupçonné d'être lié à d'autres meurtres de femmes survenus à la même époque dans le Colorado. Selon la police,
Il pourrait avoir tué jusqu'à 25 personnes. Certains corps ont été retrouvés avec des nœuds spécifiques sur les cordes, similaires à ceux utilisés par Kimball pour tuer son oncle Terry. Une des femmes avait été enveloppée dans un tapis d'enfant identifié par le fils de Scott. Les enquêteurs sont donc convaincus qu'il y a eu bien plus de victimes.